C'est bon? Ok. On va commencer du coup. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien là? On entend bien le son, c'est bon. Avant de commencer, je voulais remercier Océane et l'équipe du lieu-dit pour accueillir ce débat, mais aussi la 14e édition du Petit Salon du Livre Politique, qui vous permet de rencontrer tous vos éditeurs et éditrices préférés. Et aussi remercier David qui fait la capture vidéo de cette discussion pour nos camarades de région ou ceux et celles qui n'ont pas pu rentrer vu le monde qu'on est. Alors, je ne présente pas Frédéric Lordon, qu'à mon avis vous connaissez déjà. C'est moi qui suis chargée de le cuisiner pour ce débat qu'on a intitulé « La gauche et les institutions des élections bourgeoises à l'État communiste », donc vaste programme. Avant de te poser ma première question, je replace un peu les éléments de contexte. L'actualité politique de ces dernières semaines a réactivé à gauche toute une série de débats, de discussions stratégiques et politiques sur le monde qu'on veut, mais aussi et surtout sur les moyens d'y parvenir. Ces dernières semaines, on avait l'impression, et ce qu'on a entendu beaucoup, c'était qu'on était à deux doigts, ou plutôt à 700 000 voix d'une victoire historique, qui aurait permis, selon certains, de changer radicalement le cours de l'histoire, le cours des choses, et y compris après la victoire et la reconduction d'Emmanuel Macron, comment dire ? Il y a cette histoire de troisième tour électoral, donc avec les élections législatives, qui est présentée donc par la nouvelle Union populaire, la NUP, comme notre dernière chance, ou en tout cas comme une bataille importante à mener, et je suis sûre que vous êtes nombreux ici à le penser. Alors, c'est peu dire, je pense, que tout ça a réactivé et à redonner de l'espoir dans les mécanismes institutionnels et électoraux et plus généralement dans les institutions bourgeoises. C'est pour ça qu'on va essayer de discuter ces questions-là aujourd'hui avec Frédéric. Ce qui peut trancher ou paraître surprenant par rapport au débat qu'on avait à la gauche de la gauche encore il y a quelques années. Frédéric, tu étais rodé, tu discutais beaucoup avec le mouvement destituant, et c'est vrai que les débats se posaient dans des coordonnées un petit peu différentes, mais qui tranchent aussi avec les mobilisations et l'état d'esprit qui était le nôtre dans la dernière séquence. Donc voilà, donc on s'est dit qu'on allait repartir un peu des questions politiques qui étaient posées dans la situation et qu'on allait tenter, et surtout Frédéric, de déplier les enjeux théoriques et stratégiques de ces discussions-là. Alors, je commence. Première question. Attends, tu permets juste une chose? Non, parce que elle me présente, mais il me revient de la présenter aussi. Parce que c'est important. Marina Simonin est éditrice. Elle est éditrice aux éditions sociales, aux éditions La Dispute. Je m'honore de ce qu'elle ait été mon éditrice avec Amélie Jamet. Elle a cornaqué notre travail avec Bernard Friot. Au surplus, elle est l'animatrice d'une formidable émission qui s'appelle En avant Marx. Là, si vous voulez, le titre dit de quoi il s'agit, sur le site de Hors-Série. Et puis, par ailleurs, je le dis quand même, tu es membre de Révolution Permanente, tu co-animes l'organe éponyme de Révolution Permanente, qui nous sort des rafales d'articles tous plus intéressants les uns que les autres. Et c'est quand même un peu depuis ce point de vue-là que tu vas masticoter aussi, n'est-ce pas? Voilà, bon, donc là je te rends le micro. Merci. C'est vrai que c'est important, à mon avis, de faire les présentations parce que mes questions vont aller un peu dans ce sens. Mais du coup, merci Frédéric pour la présentation. Donc, Frédéric, ça fait plusieurs années que tu réfléchis à ce que pourrait donner une expérience de type gouvernement de gauche. Tu as insisté plusieurs fois dans tes livres, dans tes interventions, sur le fait que dans la configuration du capitalisme qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un capitalisme déchaîné, absolument hostile à toute forme de compromis, l'expérience d'un gouvernement de gauche était une contradiction dans les termes. Ce que je comprends, c'est que pour toi, le terrain électoral n'est pas le terrain décisif de l'affrontement avec le capital, et que s'il est utile, c'est dans le cas où il permettrait de créer ce que tu appelles une situation. C'est ce que tu as écrit dans le dernier billet que tu as sorti au lendemain de l'élection, du premier tour de l'élection présidentielle, dans lequel tu expliquais que, grosso modo, Mélenchon et l'Union populaire, ça se tentait, mais, je te cite, avertit qu'une victoire électorale de Mélenchon était vouée à tourner à notre désavantage sans l'appui d'un mouvement bousculant.
Alors, sur le papier, cette perspective, elle peut donner envie, y compris à moi. Mais pour être parfaitement honnête, je me demande si cette option n'est pas vouée à l'échec, ou tout du moins si ça n'est pas une option stratégique plutôt risquée. En effet, c'est un secret pour personne que pour gagner une élection et donc une majorité électorale, il faut non seulement véhiculer, mais y compris alimenter et approfondir ce que tu appelles la croyance électorale, c'est-à-dire l'idée que c'est là que ça joue et qu'en tout cas, il y a un enjeu important à aller voter. On sait par ailleurs que bien souvent, une victoire de la gauche aux élections conduit le mouvement social à une certaine forme de passivité, ou en tout cas une espèce d'expectative. On attend du gouvernement fraîchement élu qu'il applique le programme pour lequel on l'a élu. Donc, j'en viens à ma question. Peut-on vraiment penser qu'une victoire électorale de la NUP puisse déboucher sur une situation qui déborde le jeu institutionnel? J'entends par là, est-ce que c'est possible de l'envisager, mais également, est-ce que c'est raisonnable de parier dessus? Et ne faut-il pas penser au contraire qu'en nous détournant du terrain où se construit le rapport de force décisif, ce type de campagne nous désarme? Alors, écoute, je pense que je vais répondre un peu dans le désordre à tes questions parce qu'elles sont nombreuses, extrêmement denses, etc. Mais moi, il y a un point avec lequel je voudrais démarrer. Tu vas voir tout de suite de quoi il s'agit. En lisant ta question, il m'est revenu par... Je t'en demande pardon, c'est une espèce de topos dissertatif, mais tu sais les trois grandes questions que Kant a mises à l'agenda de la philosophie dans la critique de la raison pure, c'est que pouvons-nous connaître, que devons-nous faire, que nous est-il permis d'espérer? Tu as compris que c'est la troisième qui nous intéresse ici. Donc, que nous est-il permis d'espérer de NUPS en particulier et des élections en général? Bon, c'est deux questions qu'il faut traiter peut-être de manière dissociée. Alors, NUPS, bon, moi je sais d'expérience ce qu'il en coûte d'attenter aux affects d'espoir en période électorale. Tout le monde veut quelque chose de très fort, il croit très fort. Et celui qui vient et qui dit « écoutez, ça risque de ne pas se passer comme vous croyez, ça pourrait même se terminer pas bien », il est voué à n'être pas bien reçu. Voilà. Bon, moi j'ai donné à propos de Syriza, c'était en 2015, en gros 2-3 semaines avant l'arrivée de Syriza au pouvoir, j'avais écrit un papier sur ce thème-là, bon, en disant écoutez, j'ai peur que si Tsipras ne se jette pas vraiment à corps perdu dans l'épreuve de force avec l'Union européenne, ça se termine épouvantablement. Et j'avais été reçu, quoi. T'étais gentil, mais là, tu nous fais chier. Enfin, et ce qui est compréhensible, vous voyez, la Grèce était martyrisée depuis 4 ans, il y avait une proposition électorale alternative qui émergeait, on était en phase finale d'une campagne qui promettait d'être victorieuse, le gars qui arrive, qui chie dans la colle, on lui dit, allez, c'est bon, quoi, ça va. Bon, malheureusement, bon. Et puis, il y a eu Podemos aussi à la même époque. Donc, NUPS, c'est la même situation. Bon, alors... Moi, je vais te dire ici, c'est pour ça que je voulais rappeler ton appartenance à RP. Moi, je me méfie d'un matérialisme historique un peu raide, un peu magistral. Tu sais, comme je révère le matérialisme historique, mais comme méthode intellectuelle. À cet égard, honneur aux éditions sociales, qui remettent cette culture-là en circulation dans l'espace intellectuel. Ça, bon, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais je me méfie d'un matérialisme historique qui parle depuis un ciel des abstractions, des théories très générales, je sais, je suis à contre-emploi, mais et qui par là est porté à des jugements un peu définitifs, un peu catégoriques, prononcés de très haut, sans égard pour la granularité des situations, pour une sociologie un peu fine des institutions politiques et des institutions publiques, et sans égard non plus pour le détail des programmes, parce qu'un programme, il y en a un. Alors, 650 propositions. Je le montre pour dire, c'est le sous-texte, que je me les suis fadées. Voilà. Donc, merci pour moi. Alors, bien sûr, l'erreur électorale, et même électoraliste par excellence, c'est de ne pas voir qu'à ce stade, ceci, ça n'est pas autre chose que de l'encre sur du papier. Bon. Donc, il faut lire. Il faut lire minutieusement en se demandant à chaque ligne ce qui nous est proposé là, est-ce que ça a une chance honorable d'entrer dans le réel ou est-ce que ça appartient au monde de Narnia ou de la Reine des Neiges. Bon. Alors, croyez-moi, la Reine des Neiges, il y en a beaucoup là-dedans, vraiment. Mais pas que. Donc, il faut lire. Il faut lire en détail pour savoir un peu mieux de quoi on parle et pour mesurer un peu plus exactement ce qu'on peut espérer. Donc, NUPS nous dit notre ambition, c'est la rupture avec le néolibéralisme. Alors, rompre avec le néolibéralisme. Qu'est-ce que ça veut dire, cette chose?
Alors pour moi, ça veut dire deux choses qu'il faut, je pense, distinguer. Elles ne sont pas complètement indépendantes, ça va sans dire, hein, mais en première approximation, il faut les distinguer. Ça peut vouloir dire rompre avec la gestion néolibérale, ou ça peut vouloir dire rompre avec les structures néolibérales. Et ce n'est pas tout à fait pareil. Alors j'indique immédiatement mes réponses. Pouvons-nous espérer de rompre avec la gestion néolibérale? Oui, en partie. Pouvons-nous espérer de rompre avec les structures néolibérales? Non, pour l'essentiel. Bon. Alors j'attaque dans l'ordre. Gestion néolibérale. Qu'est-ce que c'est qu'on appelle la gestion néolibérale? Eh bien, je dirais, c'est, à l'époque néolibérale, la logique générale de l'action publique. C'est son esprit, si vous voulez. Alors, comme c'est un terme un peu filandreux, je vais dire plutôt c'est son ethos. C'est l'ethos qui oriente l'action publique. Alors, l'ethos, c'est un ensemble de dispositions, d'inclinations, de schèmes, de principes de vision du monde, d'évidence spontanée, etc., mais qui informent très profondément les politiques publiques. Et alors, en l'espèce, c'est pas difficile. Qu'est-ce que c'est? C'est le parti pris de la remise maximale au marché, donc le parti pris de la déréglementation par opposition à tout ce qui est de l'ordre de nationalisation ou socialisation ou communalisation. Et deuxièmement, et c'est là que ça tourne au grotesque, c'est l'imitation des manières du marché pour tout ce qui n'a pas été remis au marché et qui a été conservé à l'intérieur du périmètre public. Soit, plus précisément, l'économicisation générale de toutes les politiques publiques, entièrement soumise à l'objectif de minimisation des coûts, dans la perspective d'un contrôle purement quantitatif de la dépense publique saisie comme une masse consolidée, agrégée, indifférenciée, sans qualité, à son tour dans la perspective du contrôle de la dette publique sous l'aimable surveillance de l'Union européenne et des marchés de capitaux. C'est ça la gestion néolibérale comme esprit, ou comme ethos. Bon. Et alors là, vous voyez que le propre du néolibéralisme comme gestion, c'est d'avoir détruit l'éthos public des politiques publiques et d'avoir doté les politiques publiques d'un nouvel ethos qui est un ethos privé, un ethos de marché, quasi capitaliste. Là-dessus arrive la proposition NUPS. Et cette proposition, c'est celle de réinstaurer ce minimum tautologique, mais qui a été démoli, de réinstaurer un ethos public des politiques publiques. Et sous réserve de jusqu'où ça peut aller, ça c'est une rupture, c'est certain. Bon, alors maintenant je vais dire les choses en termes beaucoup plus simples. NUPS, tout de même, c'est une chance d'arrêter le massacre. Le massacre à l'école, le massacre à l'hôpital, le massacre dans la justice, dans l'université et la recherche, à l'ONF, dans la psychiatrie, ce que vous voulez. Vous pouvez tirer toute la liste des services publics, n'est-ce pas? On a là, je pense spécialement à l'école et à l'hôpital, des institutions qui sont au bord de la ruine, au bord de l'effondrement, avec des usagers et surtout des fonctionnaires qui ont été jetés dans des niveaux de souffrance inouïs. Or, il y a dans le projet de la NUPS un grand nombre de dispositions qui sont tout à fait à portée de réalisation, je veux dire c'est plus que de l'encre sur du papier, et qui tombent sur un tel état de destruction et de souffrance, en pouvant y faire quelque chose, qu'à mon avis, écarter ça d'un revers de main très abstrait, très général et un peu dogmatique de type matérialiste, historique, je vois, canal de fer, je trouve que c'est difficile, et même que ce n'est pas possible. Alors, moi, il y a une liste, je vous ai fait une petite liste d'extraits du programme de la NUPS. Vous allez voir, c'est à dessein très impressionniste, mais précisément, comme c'est fait pour vous donner une idée de ce que c'est qu'un ethos de politique publique. Alors, mais c'est complètement au hasard. Vous voyez, renforcer la médecine du travail en l'intégrant au service public de santé, créer un pôle public des transports et de mobilité autour de la SNCF, rouvrir les lignes ferroviaires du quotidien, faire reculer la publicité dans l'espace public et à la télévision, interdire les panneaux publicitaires numériques. Personnellement, ça me plaît assez. Interdire la publicité alimentaire à destination des enfants et adolescents, expérimenter une garantie universelle d'accès à des aliments choisis comme premier jalon d'une sécurité sociale de l'alimentation. Bernard, bonjour. Organiser une gestion 100% publique de l'eau dans le cadre d'un service public, etc., etc. Mettre fin aux évaluations et au contrôle permanent dans l'éducation nationale, en affirmant la liberté pédagogique, redéfinir les relations entre la hiérarchie et les personnels, pour en finir avec le management descendant. Alors vous voyez, c'est ça. C'est ça un nouvel ethos, n'est-ce pas, de la gestion publique. Et en effet, là, il y a une rupture.
avec la gestion néolibérale, avec la forme néolibérale de la gestion. Et les structures néolibérales maintenant. Rupture ou pas rupture? Ah, ça, c'est autre chose. Alors là encore, qu'est-ce que c'est les structures néolibérales? Eh bien, par structure néolibérale, on peut entendre tout ce qui détermine la configuration présente du rapport de force entre le capital et le travail, et plus largement du rapport d'emprise du capital sur toute la société. Et en particulier le rapport d'asservissement des politiques publiques aux finalités du capital. Ici, synthétiquement, l'Union européenne, via le régime commercial du libre-échange, c'est-à-dire l'impératif sans fin de la compétitivité, le régime de parfaite liberté des investissements directs à l'étranger, alias l'open bar pour les délocalisations, le régime de la déréglementation financière, bon, qui dans le cas des finances publiques les expose à la surveillance des marchés de taux, mais qui d'un autre côté, et c'est l'effet principal, installe le pouvoir des actionnaires sur la production privée, fait valoir le primat de la rentabilité actionnariale et transforme le salariat en variable d'ajustement. Tout ça est très connu. Et tout ça reste parfaitement hors de portée de NUPS. Mais tout ça, c'est l'essentiel, précisément. Alors bien sûr, il y a dans NUPS des choses qui accommodent l'effet de ces structures. L'abrogation des ordonnances Macron sur le Code du travail, l'abrogation de la loi El Khomri, la réinstallation du barème prud'homal, la réinstallation des CHSCT, le remplumage de l'inspection du travail, etc. Et tout ça est très bien, et on est bien mieux avec que sans. Mais le dur des structures, lui, il reste inentamé. Voilà. Alors, il y a bien des choses dans le programme là-dessus. Alors, c'est là qu'on est dans le monde des rêves. Je veux dire, mais alors, rêve de quoi? Rêve de rupture avec la mondialisation néolibérale, précisément. Moi, je suis tombé il n'y a pas longtemps sur un tweet de Manon Aubry qui dit « Ah, NUPS, un programme de rupture avec l'UE néolibérale. » Ah, mais je ne sais pas qui est son dealer à elle, mais... Enfin, si c'est Saint-Maclou ou Mondial Moquette, mais en tout cas, c'est pas du pétard de jeune fille. Vous voyez, là, c'est... Et non, alors je suis bien désolé, mais ceci n'arrivera pas. Je veux dire, il faut avoir bien conscience que sous le rapport des données fondamentales du rapport salarial néolibéral, rien ne changera. Bon. Et rien ne changera faute de toucher à tout ce qui détermine ces données fondamentales. Alors moi, au total, c'est ça qui me conduit à penser, sans faire d'orwellisme, que la victoire, ce serait l'échec. Pour moi, ce serait une victoire que d'échouer, mais de peu, pour la NUPS. Je pense que c'est ce qui pourrait lui arriver de mieux. Parce qu'au regard de ce qu'il y a à faire, les conditions sont trop adverses. Une cohabitation avec un président hostile au-dessus, une majorité de baltringues, avec des socialos, des écolos, enfin un truc totalement instable en dessous, et puis sans avoir préalablement brisé la citadelle de Bercy, défait la camisole des médias. Je veux dire, c'est trop d'adversité. Je pense que c'est trop d'obstacles pour ce qu'il y a à faire, et en particulier pour monter une épreuve de force crédible avec l'Union européenne, c'est-à-dire avec l'ordre néolibéral. Bon. Récapitulation. À la question « Que pouvons-nous espérer de la NUPS ?», ma réponse c'est rompre avec la gestion néolibérale, ce qui est déjà pas mal, mais pas plus. Voilà. Si on veut plus, rompre avec les structures néolibérales, si on veut plus, il faudra mettre plus. C'est-à-dire plus que de la majorité parlementaire, en effet. Un mouvement social et qui bouscule, en sachant que ça, je veux dire la rupture avec les structures du néolibéralisme, c'est le point où s'ouvrirait un affrontement potentiellement majuscule et très probablement divergent, car les structures du néolibéralisme, c'est l'agencement dans lequel se trouve inscrite et verrouillée l'emprise totale du capital sur la société. C'est donc un truc que le capital ne lâchera pas comme ça. Là, ça tournera à la guerre à outrance. Et à l'évidence, NUPS n'est pas armé pour ça. Ce n'est pas son profil, ce n'est pas son objectif. Donc, là, il y a pour moi, le point limite, véritablement, il est là. Ok. Mais alors, du coup, je n'ai pas vraiment compris. Est-ce qu'on pouvait penser que la victoire électorale de NUPS pouvait déboucher sur une situation qui déborde le jeu institutionnel et la séquence électorale? Mais je continue parce que tu as parlé du fait que, comment dire, qu'en tout cas, une des questions qu'on se pose
beaucoup, qui est discutée, etc., et sur laquelle tu as touché, c'est la question de l'articulation entre les mouvements sociaux, les mobilisations, les luttes sociales et les partis institutionnels ou la lutte dans les institutions. C'est quelque chose sur lequel on est pas mal revenu. Moi, je discute avec pas mal de camarades qui vont voter pour la NUPES, mais qui expliquent que c'est un soutien tactique et qu'il y a besoin d'imaginer en fait que la lutte se mène sur les deux jambes, à savoir donc qu'il y aurait une forme de complémentarité, c'est-à-dire il faut investir et le terrain des mouvements sociaux et celui de la lutte institutionnelle pour essayer de penser comment s'articulent les deux choses. En même temps, il est présenté comme relevant d'une relation de complémentarité, je le disais, mais j'ai l'impression que la plupart du temps, les deux termes de l'équation sont loin d'être égaux. D'un côté, on nous explique que l'Union populaire et la NUPES serviraient à traduire les aspirations, les colères, les mobilisations au sein des institutions, et de l'autre, que les mouvements sociaux devraient servir, seraient utiles, seraient même nécessaires pour maintenir la pression, pour servir de mauvaise conscience. Tout à l'heure, un camarade disait de poil à gratter, de donner de la force à la lutte institutionnelle, etc. Enfin, c'est ce type de relation qui généralement est présenté. Alors, ce que je me demande, c'est est-ce que ce schéma n'est pas le symptôme d'un certain scepticisme, d'un scepticisme sur la capacité du mouvement de masse, des mobilisations ouvrières, populaires, à poser par elles-mêmes la question du pouvoir. Ce scepticisme, il me paraîtrait particulièrement compréhensif, puisqu'on sort quand même d'une séquence, alors là, pas de plusieurs décennies de matraquage idéologique, où on nous a expliqué que la révolution, le grand soir, c'était impossible, une illusion, et que même c'était tant mieux. Mais ce scepticisme, il me semble en même temps retardé sur la situation plus immédiate, puisque donc là, on a eu le confinement, mais avant le confinement, on était dans une période que toi-même tu qualifiais de conflictualité chronique. Il suffit de mentionner que chaque année, depuis 2016, moi je fais partie de cette génération militante qui a commencé à militer dans ces années-là, et en fait des mobilisations, que ce soit sur les facs, dans les boîtes ou même à l'échelle nationale, il y en avait toutes les années, et il suffit de parler du mouvement des Gilets jaunes, qui était un mouvement de type quasi insurrectionnel, pour mettre le doigt sur le fait que la question de la révolution, elle est toujours dans notre horizon historique. Du coup, ma question, c'est la suivante. Est-ce qu'il faut vraiment repenser l'articulation entre le mouvement social et les luttes institutionnelles, comme le dit par exemple Aurélie Trouvé? Alors malheureusement, je n'ai pas pu être là hier dans le débat, mais c'est quelque chose qu'elle dit dans son livre pour le bloc Arc-en-Ciel, si je ne dis pas de bêtises. Donc est-ce qu'il faut repenser cette articulation? Est-ce que c'est ça notre enjeu? Ou au contraire, est-ce qu'on ne pourrait pas dépasser ce schéma et intervenir au sein du mouvement de masse dans la perspective qu'il se développe, qu'il se radicalise, qu'on pense une stratégie, bref, qu'on essaye de le rendre capable de poser par lui-même la question du pouvoir? Bon, là, on arrive dans le dur du thème de la séance, et c'est finalement c'est le rapport des mouvements aux institutions, et en particulier là à l'institution électorale. Je veux dire, je ne voyais pas à qui tu faisais référence quand tu parlais de ces gens qui ont une conception, je ne sais pas comment dire, auxiliaire ou instrumentale, tu vois, des réseaux sociaux, l'aiguillon, le poil à gratter, des mouvements sociaux, tu veux dire, oui, pas dire les réseaux sociaux. Pardon, des mouvements sociaux. C'est généralement tout le monde. Enfin, je veux dire, en tout cas, si, même tout à l'heure, je te dis, on parlait, enfin, je ne sais pas si dans la salle, il y a la même expérience, mais de dire qu'on ait la mauvaise conscience, ou qu'en gros, le mouvement social doit rester autonome pour continuer à mettre la pression, etc. Ah oui. Enfin, en tout cas, qu'il y a deux terrains de lutte distincts qui ont leur autonomie propre et qu'il y a une forme d'articulation entre les deux. Oui, d'accord, ok. Moi, de toute façon, je pense que les conceptions les plus brutalement instrumentales, elles sont vouées à l'échec, enfin, par simple méconnaissance de ce que c'est que l'autonomie des mouvements. Même si l'argument est utilisé de dire que précisément ces mouvements-là doivent être autonomes, puisque c'est comme ça qu'ils auront la capacité de mettre la pression. Ah oui, d'accord, ok. Bon, écoute, moi j'ai réfléchi à cette question-là en termes assez généraux d'abord, cette question du rapport entre élections et mouvements sociaux. Et figure-toi, ça va t'étonner, j'ai réfléchi à partir d'une excellente émission de Révolution Permanente que vous avez faite, je ne me souviens plus, je ne sais plus si c'est entre les deux tours ou après le deuxième tour. C'était après le deuxième tour. C'est après le deuxième tour de la présidentielle, voilà. Alors, et figure-toi, cette émission m'a laissé des sentiments un peu contrastés. D'abord, je la trouve absolument passionnante, elle est très intéressante, mais j'ai trouvé un peu incomplète. Et par là, pas tout à fait suffisante. Alors, d'abord, vous êtes tous, enfin, je dis vous, tu n'étais pas dans l'émission, mais enfin, bon, tu vois ce que je veux dire. Tous les intervenants sont d'une parfaite unanimité. Pour tout le monde, l'élection est par essence le divertissement sans intérêt, dont il n'y a rigoureusement rien à attendre.
Alors, là, je me suis dit que pour des matérialistes historiques, je ne vous trouvais pas très dialectique. Bon, alors, en même temps... Démontre-le. Oui, oui. Alors, en même temps, la dialectisation, elle se fait par l'extérieur, c'est-à-dire par réinscription de cette position qui est celle de l'émission dans le tableau général des prises de position. Et après tout, on ne peut pas vous faire le reproche, au contraire même, on doit vous féliciter de tenir cette ligne un peu rigoriste quand tout autour, tout le monde s'adonne et même s'abandonne à l'enthousiasme électoral. Bon. Maintenant, si tu veux que la promesse électorale de la démocratie bourgeoise soit passablement frauduleuse, c'est une évidence, tu te doutes que je la partage, et c'est même à partir de là qu'on doit conduire toute analyse concrète. Cependant, là encore, je me méfie de la dogmatique de faire, indifférente aux situations particulières, et quand elle s'abstient d'aller regarder un peu en détail. Et pour ma part, disons plus théoriquement, j'essaye de trouver une voie intermédiaire qui fasse sortir de l'antinomie entre, d'une part, l'enthousiasme totalement aveugle, et d'autre part, le mépris totalement aveugle. Alors l'enthousiasme totalement aveugle, lui, il ignore tout des obstacles réels, il s'adonne à ses affects d'espérance, et le mépris ou l'indifférence plutôt totalement aveugle, à mon avis, elle ignore tout des possibilités d'une situation telle qu'une élection peut en créer en effet. Je dis peut en créer, après si elle la crée effectivement, c'est une autre affaire. Alors moi je vais te dire, d'un point de vue subjectif, je pense que c'est une question de position affective. Je veux dire, la question de la position affective, c'est dans quels objets et dans quels horizons temporels nos affects politiques doivent-ils être investis. Et moi, ce que je crois, c'est que pour ne pas souffrir des accablements à répétition, type Syriza, Podemos, peut-être NUPS, on verra bien, et pour ne pas sombrer dans la désillusion, mais qui est toujours à proportion de ce qu'on s'est préalablement illusionné, je pense qu'il faut se détacher du court terme des excitations électoralistes et investir affectivement ce qui doit l'être, c'est-à-dire la temporalité longue, de la perspective anticapitaliste, révolutionnaire et communiste. Mais, là je pense qu'on sera d'accord, mais, et c'est là maintenant qu'on va se distinguer, j'imagine en tout cas, pour moi, c'est parce qu'on se vaccine ainsi, par ce mouvement de désinvestissement affectif, c'est parce qu'on se vaccine ainsi contre les faux espoirs électoralistes qu'on peut par après revenir aux élections, mais en les considérant cette fois-ci avec un œil de colin froid, tu vois, avec une forme très, très trempée de lucidité rationnelle, c'est-à-dire en particulier, ni comme si c'était tout, ni comme si c'était rien. Et en effet, je pense que ça peut être quelque chose quand ça crée une situation. Et il y a une situation quand s'ouvrent des possibilités nouvelles pour les mouvements sociaux. Et par suite, quand s'ouvre la possibilité d'une articulation plus ou moins conflictuelle entre levier du pouvoir et pression du peuple. Cas d'école de cette dialectisation des élections et des mouvements sociaux, 36. Alors là-dessus, il y a Serge Halimi qui a écrit un très très bon livre sur les expériences gouvernementales de la gauche qui s'appelle « Quand la gauche essayait ». Cartel des gauches, Front populaire, bon, après Mitterrand, etc. Mais alors évidemment, il y a un gros chapitre sur 36 et si tu veux, Serge raconte comment, enfin, cette thèse bien connue de la manière dont ça s'est dialectisé élections et mouvements sociaux. Alors, l'histoire sainte raconte, il y a d'abord l'élection du Front populaire, et puis il y a les mouvements sociaux, la grève générale, et il en résulte des conquêtes qui vont très au-delà de ce qu'ambitionnait le programme. Mais ce que fait remarquer Serge à ce moment-là, c'est qu'on raconte l'histoire dialectique dans un seul sens. Or, elle a fonctionné dans les deux. Et dans le deuxième sens, ce qu'il ne faut pas manquer de voir, c'est que si le mouvement social a pu avoir lieu, c'est parce que le gouvernement de Front populaire a été élu. Et parce que d'une condition de possibilité en relation avec la police. C'est-à-dire, c'est parce que les ouvriers savaient qu'ils ne seraient pas délogés par la police ou la troupe, éventuellement à balles réelles, qu'ils ont pu commencer à occuper leurs usines. Et ça faisait une différence tout à fait considérable, n'est-ce pas? Et alors, comme il n'est pas économe d'une provocation, Serge va au bout du bout et il dit « Mais si le Front populaire a été élu, c'est aussi parce qu'il s'est présenté avec un programme totalement mollasson. » Donc, si on ne fait que regarder le programme, il est possible qu'on loupe beaucoup
beaucoup de la situation et de ce qu'elle recèle de possibilités dynamiques. Je reviens à NUPS là-dessus, parce qu'il y a tout un volet des propositions que j'ai omis à dessein de vous présenter pour le garder pour la bonne bouche, c'est-à-dire maintenant. C'est le volet sur la police, précisément. Alors, dissolution des BAC, dissolution des Braves, interdiction des LBD, interdiction des grenades de désencerclement, interdiction de la NAS. Ça commence à rendre les manifs un peu plus respirables, tu comprends? Je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté d'aller dans les manifs parce que engager leur intégrité physique, c'est trop. Et franchement, on peut les comprendre. Alors, entends-moi bien, je ne donnerai pas le bon Dieu sans confession à la police de Mélenchon. Mais je dis qu'à la lumière de 1936, c'est pas rien. C'est un truc à considérer. Question incidente, je ne vais pas y répondre, mais je me contente de la poser. On y reviendra le cas échéant tout à l'heure. Ça suggère de s'interroger sur ce que pourrait être la bonne stratégie de débordement en manifestation, et notamment comment dirais-je, une attitude tactique raisonnée d'un cortège de têtes un peu énervé ou du Black Bloc dans des manifs sous gouvernement NUPS. Il y a une vraie question, je ne sais pas s'il faut la qualifier de tactique ou stratégique, qui se pose. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Alors maintenant, le cœur de ta question, il porte sur la distinction des deux formes de l'action politique. L'action institutionnelle gouvernementale et l'action propre au mouvement de masse s'auto-organisant hors des institutions. Et tu dis, est-ce qu'il n'est pas temps d'en finir avec cette distinction? Alors moi, j'entends d'abord ta question comme un plaidoyer pour cette seconde forme de l'action politique, c'est-à-dire pour dire que le cadre institutionnel bourgeois n'épuise pas toute politique. Bon, je veux dire, on est au lieu dit, pour nous tous, c'est une évidence. Je veux dire, là, on enfonce une porte ouverte. À ceci près que la porte n'est pas ouverte pour tout le monde. Moi, j'en ai eu deux témoignages qui m'ont marqué. Bon, le premier, mais ça vous vous en souvenez tous, c'était celui des Gilets jaunes. Donc vous vous souvenez avec quelle vigueur ils proclamaient leur détestation de la politique, n'est-ce pas? Et leur certitude de ne pas faire de la politique. Pourquoi? Parce que la seule image disponible de la politique qu'il y avait dans leur esprit, c'était en effet la politique institutionnelle gouvernementale avec tout son foutoir d'élections, de partis, etc. C'était effectivement tous ceux contre quoi ils étaient en train de se soulever. Donc on les comprend. Et alors, l'autre expérience, c'est ce qui s'est passé sur un conflit que tu connais bien, qui était le conflit à la raffinerie Grand Puits de Total. Bon, il se trouve que je m'y suis rendu à plusieurs reprises, et une fois pour avoir une discussion en petit comité. Il y avait là, c'était un conflit formidable, avec un leader extraordinaire qui s'appelle Adrien Cornet. Et c'était une discussion, on était 10-15, quoi, pas plus. Donc il y avait Adrien, il y avait Anas, et puis il y avait leurs camarades, mais parmi les plus combatifs, les plus déterminés. Et il y en avait plein parmi eux qui disaient « Ah mais non, mais nous on ne fait pas de politique, c'est pas de la politique ce qu'on fait ». Et on avait les plus grandes difficultés à leur dire « Mais bien sûr que si, c'est de la politique que tu fais ». Et là encore pour la même raison, parce que la seule image disponible pour la politique, c'était le fourbi officiel, institutionnel, gouvernemental. Et donc il fallait faire entrer dans les têtes une idée élargie de la politique dans laquelle ce qu'ils étaient en train de faire entrait à titre éminent, et pour ne pas dire principal. Donc oui, c'est vrai, il faut restaurer ou instaurer, je ne sais pas comment il faut le dire, enfin, il faut installer dans les têtes une autre figure de la politique. Ça, c'est tout à fait certain. Et une autre figure de la politique qui se définit comme l'auto-organisation des concernés. Et ceci à toutes les échelles. Bon. Et ça, en effet, c'est la condition nécessaire, impérative, pour se débarrasser de ce fléau par excellence de l'institution électorale, qui est ce que tu signalais dans ta question, qui est cet habitus mis dans le corps de l'électeur en quelque sorte, cet habitus de la passivité et de la dépossession, n'est-ce pas? C'est-à-dire cette idée que quand l'élection s'achève, c'est fini, alors que non, ça commence. Et ce fléau est particulièrement pernicieux dans le cas des gouvernements de gauche, parce que, alors là, tout le monde pousse un énorme soupir de soulagement. Ah bah, c'est les gentils, voilà, c'est nos amis, ils y sont, ils vont faire le truc. Alors évidemment, ceci est tout à fait ignorant de toute une série de forces de résistance, d'obstacles, dont on a un peu parlé, dont on reparlera peut-être, etc. Maintenant, il y a plus dans ta question.
dans ta question, tu dis la nécessité d'en finir avec cette distinction des deux formes de l'action politique. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai comprise. Pour que, finalement, la totalité de l'action politique se trouve absorbée dans la seconde forme. Donc, en quelque sorte, il y a une première absorption dans la forme institutionnelle électoraliste, et toi, tu désires l'absorption symétrique. Ouais, je trouve que c'est beaucoup plus que ce que tu disais dans l'énoncé de ta question. Dans l'énoncé de ta question, en tout cas dans la version que tu m'as donnée, tu terminais en disant, autrement dit, les masses peuvent-elles intervenir en politique autrement que sous le mode de la démocratie représentative? Et ça, c'est évident, on en est parfaitement d'accord. Mais en réalité, le problème que tu poses va plus loin, c'est celui de la distinction des deux champs de lutte, des deux modalités de l'action politique. Et ça, résorber cette distinction, moi je pense que c'est une autre affaire. C'est une affaire qui, logiquement, hein, suppose l'abolition du champ institutionnel et la politique entièrement située dans le mouvement des masses, et même se maintenant dans une sorte d'immanence à elle-même constante. Bon, et moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça, parce que de deux choses l'une, ou bien l'ordre institutionnel n'est pas aboli, et ce qu'on peut espérer, c'est la moins mauvaise recapture de l'effort des mouvements sociaux, des mouvements de masse, par la validation ou par l'inscription institutionnelle de ce qui a été conquis par les luttes, typiquement 36, l'ordre institutionnel n'est pas du tout renversé, mais on inscrit dans le droit les congés payés, les conventions collectives, et voilà, tout ce qui a été conquis par la grève générale. Ça, c'est le premier cas. Ou bien, deuxième cas, l'ordre institutionnel est renversé. Nous serons bien d'accord pour dire, toi et moi, que c'est la chose la plus impérieusement nécessaire et la plus hautement désirable de l'heure. Ça, on est d'accord. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'on ne reste pas longtemps dans le vide institutionnel, n'est-ce pas? Et que quand un ordre est renversé, un autre s'engendre à sa place. De sorte que le résultat des luttes ne s'inscrit pas, comme tout à l'heure, dans un ordre déjà constitué, mais il s'inscrit comme nouvel ordre aussitôt engendré. Mais avec tout ce que l'installation d'un nouvel ordre institutionnel charrie à nouveau de problèmes génériques, ceux de la capture et de la dépossession propres aux institutions, mais en espérant que ce soit sous une forme moins merdique. Et tu connais ma position, hein. Moi, je ne crois pas à la vie collective sans institution. Je n'y crois pas. Alors là, déjà c'est bien. Moi, je crois qu'il faut se situer dans cette tension entre la nécessité des institutions, pas au sens fonctionnel, au sens philosophique, il émerge des institutions, il s'engendre des institutions, et le fait que, effectivement, les institutions sont pénibles, intrinsèquement, et que toute la problématique, elle n'est pas dans avec ou sans, mais avec la nature de la forme qu'on donne à ces foutues institutions. Ouais. Alors, avant d'enchaîner sur ma troisième question, je voudrais juste réagir très rapidement, parce que l'exemple de juin 36, il est souvent cité, mais il faut aller jusqu'au bout, parce que tu as cité, je ne me rappelle plus le titre du livre, mais il y a un livre de Daniel Guérin qui s'appelle, je crois, La Révolution manquée, et qui permet aussi de montrer que, précisément, parce que tu dis, juin 36, ça n'a pas permis un bouleversement institutionnel, d'aller jusqu'au bout, etc. Oui, mais pourquoi, précisément? Ah oui, non, mais ça. Pourquoi? Et ouais. est-ce qu'il y avait la possibilité, et est-ce que, par exemple, tout le discours de Torres sur il faut savoir finir une grève, etc. Et donc on en revient sur le fait que est-ce que les deux formes de lutte sont complémentaires, ou est-ce qu'il y en a une qui détourne et qui, du coup, y compris, peut bloquer une dynamique révolutionnaire. Donc ça, c'était sur juin 36. Et ensuite, pour faire la transition avec ma troisième question, moi, je ne crois pas forcément... Enfin, comment dire ? Ma position à moi, et c'est ce que je te disais quand on préparait la discussion, n'est pas de dire en finir avec l'articulation entre... en finir avec une distinction entre la lutte institutionnelle et la lutte des masses, n'est pas dire que la lutte des masses serait immédiate, etc., ou défendre une position anti-institutionnelle, mais c'est de dire où est-ce qu'on place le centre de gravité et quel est le chemin pour poser la question du pouvoir. Et c'est là que ça permet de faire le lien avec la dernière question que je voulais te poser, qui est une question qui en fait touche à ce qu'on est en train de discuter aussi. C'est difficile en fait parce que dans ces discussions tout est lié, donc on essaye d'avancer pas à pas, mais c'est pas évident, qui est la question de l'État et du rôle de l'État dans la transformation sociale.
Sur la question de l'État, tu as écrit tout un tas de choses. Tu as écrit d'une part que l'État actuel, l'État moderne qu'on connaît, ça n'est pas un État neutre, mais c'est qu'il suffirait d'occuper, etc., mais que c'est un État bourgeois capitaliste. De l'autre, tu as insisté sur le fait que pour nous opposer conséquemment à la puissance macroscopique du capital, eh ben, il allait falloir nous aussi réussir à opposer une force macroscopique, qu'on n'allait pas pouvoir se contenter d'expériences locales, localisées. Avec ça, je suis parfaitement d'accord. J'ai plus de mal à savoir par contre quelles conclusions stratégiques tu en tires, et c'est là où c'est lié avec ce qu'on est en train de discuter, puisque dans la perspective d'opposer à ce que tu appelles la gigantomachie du capital, si on a besoin d'une autre forme de gigantomachie, je vois deux options. En tout cas, dans le mouvement révolutionnaire, il y a deux options qui s'offrent à nous. Option 1, faut faire avec ce qu'on a, c'est-à-dire faut faire avec l'État bourgeois, mais en quelque sorte poussé au cul par les mobilisations sociales, etc., et transformer sous le poids de la puissance du nombre, de la mobilisation populaire, etc. Si je voulais faire un peu savant, je dirais que c'est l'option Poulantzas. L'option numéro 2, et donc c'est celle que je défends, on peut partir du principe, enfin c'est partir du principe et tirer la conséquence logique de ce que tu annonces et de ce que tu dis, à savoir que l'État bourgeois, c'est un État bourgeois, et que, en dépit des contradictions qui peuvent exister en son sein, parce que moi je pose des questions, donc forcément j'ai plus facilement l'air dogmatique, mais pas forcément, mais qu'en dépit des contradictions qui peuvent exister, qui sont relatives, etc., on ne peut pas utiliser de façon conséquente l'État bourgeois pour faire la révolution contre la société bourgeoise et le capital. Donc on est obligé de renoncer à utiliser l'État bourgeois, ce qui ne veut pas dire qu'on renonce au fait d'opposer une autre gigantomachie. Pour moi, cette gigantomachie, elle peut prendre la forme, et elle devrait prendre la forme, d'un développement et d'une centralisation de contre-organes populaires, qui sont des comités de grève, des assemblées générales, sur les lieux de travail, dans les facs, sur les ronds-points, etc., qu'on développe, qu'on coordonne, et qui permettent, d'une manière centralisée, de disputer le pouvoir d'État central à l'État bourgeois. Évidemment, tout ça prend le cadre dans une situation révolutionnaire, parce que sinon, évidemment, ça, à froid, je veux dire, c'est pas possible de l'imaginer, mais une situation de gilet jaune dans laquelle on aurait posé cette option stratégique-là. Donc voilà, moi j'aimerais bien que tu reviennes sur cette question de l'État, que tu clarifies quelle est ton option stratégique par rapport à ça, et je précise que ça n'a rien d'une question abstraite ou métaphysique, puisque, compte tenu de l'option stratégique qu'on prend, et moi je ne vois que ces deux-là si on se place grosso modo dans la perspective de la transformation sociale, quoi, on voit bien que ça influe sur le type concret de politique que tu proposes au quotidien, et qu'en fait c'est y compris ça la toile de fond des débats qu'on a jusqu'à présent, quoi. Alors, moi je suis resté une version antérieure de ta question, c'est un peu bougé. Moi, alors, pour répondre au début de ton interrogation, je pense que moi aussi, je suis en train de me déplacer sur cette question. C'est effectivement, je pense qu'on pourrait dire, en reprenant tes termes, que j'ai été longtemps sur la ligne poulantzasienne, ce que tu appelles la ligne poulantzasienne. Je ne sais pas si je l'appellerais exactement comme ça, mais mettons. Qui est... J'ai oublié de dire que l'autre, c'est l'option léniniste. Non, tu l'as dit. Ah, ok. Non, t'en fais pas. Qui est, il nous faut un instrument macroscopique pour soutenir l'épreuve de force contre le capital. Il n'y en a pas 36 sous la main, c'est l'État. Alors, je pense que je ne le dirai plus exactement comme ça. Alors, je ne sais pas si ma position va se clarifier de ce que je vais dire maintenant, mais écoute, on verra, on y reviendra éventuellement. Ouais, il y a une question que tu as posée, ou que tu posais, c'est la question de l'état de transition, n'est-ce pas? Bon. Pour moi, cette idée-là n'a pas de sens. Alors évidemment, pour que je me justifie, il faut poser des questions complémentaires, tu vois, c'est transition vers quoi? Ou en attendant quoi? Bon, en général, la réponse qui est donnée à ça, alors ça, moi je ne sais pas si tu la partages ou pas, hein. J'ai cru comprendre que oui, mais je ne suis pas sûr. La réponse à ça, c'est en attendant le dépérissement de l'État. Et cette idée-là, pour moi, moi je la tiens pour profondément erronée. Mais, bien sûr, toute la discussion sur, ouvrez les guillemets, l'État et son dépérissement, elle est systématiquement grevée par le fait que, la plupart du temps, elle n'a pas le concept de ce dont elle parle. De là que la plupart, dans dépérissement de l'État, adhèrent
spontanément parce qu'ils entendent dépérissement de notre État, si vous voulez. L'État, entre guillemets, c'est notre État. L'État bourgeois, pas l'État tout court. L'État bourgeois. Maintenant, qu'il faille faire dépérir cette merde, c'est absolument évident. Et pour... Enfin, là, si tu veux, moi, je crois à un syllogisme, donc tu vas voir exactement qui m'emmène dans ta direction. Le syllogisme, qui est assez simple, c'est non de la manière suivante, c'est chaque formation sociale engendre la forme d'État qui lui est adéquate. Et il faudrait même dire plus précisément la forme d'État qui l'exprime. Par conséquent, dans la formation sociale capitaliste, il y a un État qui est adéquat, qui exprime l'hégémonie du capital, c'est l'État capitaliste, c'est l'État bourgeois. Or, nous devons sortir de la formation sociale capitaliste. Par conséquent, nous nous débarrasserons par là même de l'État du capital. Et ceci par construction, tautologiquement, parce que, en effet, ce que je crois, effectivement, c'est que l'État du capital, par essence en quelque sorte, s'oppose à la destruction du capital. Donc il est impossible, et absurde même, d'espérer un mouvement anticapitaliste, tant soit peu significatif, de l'État du capital. Donc l'État capitaliste devra dépérir. Alors malheureusement, l'État capitaliste, ce n'est pas l'État tout court. C'est là que le problème se complique. Alors bien sûr, pour s'en apercevoir, il faut disposer d'un concept de l'État, un concept général, n'est-ce pas, dont l'État capitaliste n'aura été qu'une réalisation historique particulière. Alors voici ma proposition conceptuelle. Par État, il faut entendre un ensemble de fonctions collectives opérées sur un certain ressort dans et par des constructions institutionnelles. Voilà, ça c'est une proposition conceptuelle pour ce qu'il faut entendre par État. Une proposition simple, révisable, discutable, tout ce que vous voulez. Mais où l'on voit que, 1, le choix des fonctions collectives à exercer, 2, leur étagement territorial et leur organisation hiérarchique, 3, les formes de l'exercice du pouvoir institutionnel chargé d'opérer ces fonctions collectives, ces choses-là n'entrent pas dans la définition du concept d'État. Elles appartiennent à ces réalisations historiques particulières. C'est autre chose. C'est donc dire que les formes de l'État peuvent varier du tout au tout. L'URSS, ça a été un État. Le monde capitaliste, ce sont des États, mais tout aussi bien. Le Chiapas, c'est un État. Le Rojava, c'est un État. Bon, il y a des... Je sais combien ça froisse sa sensibilité anarchiste de s'entendre dire ça. J'en suis désolé, mais à mon avis, il faut avoir une vue conceptuelle juste un peu défaillante et s'être obnubilé sur la réduction à l'État capitaliste pour s'offusquer d'énoncer pareil. Bon. Dans le communisme, en tout cas, quelle que soit sa forme, la question est, y aura-t-il ou non des fonctions collectives sur un certain ressort opérées par des institutions en charge? Oui ou non? Si oui, il y aura un État. Et cet État, on le dira communiste. Sinon, moi j'aimerais bien qu'on me montre à quoi ça ressemblera. Parce que là, très honnêtement, je ne sais pas. Et en fait, je dis la chose suivante. Je pense que soit on regardera de près, puis on s'apercevra qu'effectivement, il y a des fonctions collectives et des formes institutionnelles qui les soutiennent, retour, qu'on n'avait pas aperçu comme tel, retour au cas précédent, soit il n'y aura rien de tel, et à mon avis, ça sera un bousin informe et non viable. Bon, voilà. Mais c'est des questions de morphologie politique et de morphologie sociale. Moi, à chaque fois qu'on me parle d'État dépéri, d'État supprimé, etc., j'attends qu'on me montre, qu'on me dise à quoi ça va ressembler. Bon. Puis après, on passe à l'épreuve là des deux cas possibles. Alors, sur le double pouvoir, parce que c'est une question qui est... Enfin, c'est une des questions dans ta question, tu vois. Moi, le double pouvoir, c'est une hypothèse à laquelle je ne crois pas non plus. Bon. Je pense que le double pouvoir, ou en tout cas, sous la réserve que je vais faire maintenant, je pense que le double pouvoir, c'est une configuration qui est nécessairement transitoire, qui est totalement instable, donc non viable à long terme, et qui appelle d'elle-même sa propre résolution par la victoire de l'un des deux pouvoirs en confrontation. Bon, voilà, c'est ça. Alors. Et d'ailleurs, on sait bien, l'hypothèse du double pouvoir, elle a été formée sur le patron de 17. Et parce que la révolution de 17 était double. Il y avait deux révolutions en une. Il y avait février et il y avait octobre, si vous voulez, pour faire un transport analogique, un peu foireux forcément. C'est comme si la Commune avait réussi 6 mois après la prise de la Bastille. Bon.
c'est spécial. Alors l'hypothèse du double pouvoir, c'est ça, c'est l'intervalle entre la première et la deuxième révolution. Et cet intervalle, comment dirais-je, cet intervalle, son instabilité, le voue à se clore. Et d'ailleurs, il s'est clos. Bon. Alors, maintenant, je pense que je vois ce que tu as en tête. Si je me trompe, tu me le diras. Mais ton idée, c'est donc d'un côté, il y a le pouvoir institutionnel gouvernemental, on va dire officiel, et puis de l'autre côté, il y a les masses organisées, et si bien organisées qu'elles sont là quasiment comme un deuxième pouvoir, n'est-ce pas? En confrontation avec le premier, à le surveiller, à lui imposer des trucs, etc., etc. Et tu vois bien, tout est dans le quasiment comme. Parce que, comment dirais-je, ça fait que le quasiment comme, il fait que parler du deuxième pouvoir, ça n'est pas plus qu'une manière de parler, précisément. Ou plutôt, là encore, de deux choses l'une. Soit la masse organisée est une formation temporaire, elle finira par se défaire, les gens retourneront à leurs existences, etc., etc. Et là, second pouvoir, double pouvoir, effectivement, ça n'aura été pas davantage qu'une manière de parler. Soit la masse organisée s'établit comme une formation durable, c'est-à-dire, à minima, c'est institutionnalisé. Smolny, c'est une institutionnalisation. Hein. Et alors là, du fait de cette institutionnalisation, on va authentiquement vers une configuration du double pouvoir, avec retour à l'argument précédent. C'est instable, ça se défera d'une manière ou d'une autre. Alors, heureusement, moi je pense qu'il n'est pas nécessaire d'en passer par ce double pouvoir, sinon sous une forme extrêmement transitoire, pour soutenir l'hypothèse d'une crise révolutionnaire. À cet égard, je crois que je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi pour qualifier de crise révolutionnaire le mouvement des Gilets jaunes. Ah bon, d'accord. Ah bon, pardon. Alors autant pour moi. Autant pour moi. D'accord, d'accord. Non, alors moi je pense que le vecteur le plus puissant, n'est-ce pas, d'une dynamique révolutionnaire, ben là je mords en dehors de ta question, alors peut-être il faudrait que j'y revienne par après, hein, mais pour moi c'est la question, conjoncturellement parlant, c'est la question j'allais dire environnementale, pas du tout, hein. C'est la question de l'écocide. Bon, je ne sais pas si je me lance là-dedans, éventuellement on y reviendra, et puis ça fait longtemps qu'on parle. Enfin, comme tu veux. Bon, moi, ça me fait... Écoute, alors voilà, c'est une manière de boucler la boucle, tu vois, ça va nous faire revenir à NUPS. Parce que NUPS, l'écologie, ça en parle, hein. Il y a beaucoup de choses hein, sur l'écologie dans NUPS, et il y a des choses très intéressantes, mais qui sont absolument incapables d'aller au-delà du stade du ravaudage. C'est pas à la hauteur de ce qu'il y a à faire pour nous sauver de la catastrophe. Et ça ne peut pas l'être, parce que ce qui est à la hauteur, c'est la ligne d'une politique anticapitaliste. Bon. Or, pour les raisons qu'on vient de dire, une politique anticapitaliste ne peut pas être déployée à partir de l'État capitaliste, puis de toute façon, c'est totalement étranger aux visées de NUPS. Je veux dire, il n'y a que, je ne sais pas, Léa Salamé, pour considérer que NUPS est un gouvernement d'extrême gauche, quoi. Enfin, je veux dire, bon. Enfin, et tous ses semblables. Bon, mais voilà, la force, si tu veux, la force d'entraînement idéologique, intellectuelle, politique, la plus puissante de la perspective anticapitaliste, dans la situation qui est la nôtre, je pense que c'est là qu'elle est. Moi, ça me remplit d'espoir, d'un espoir légèrement terni d'ailleurs. On voit bien, pour qu'émerge une conscience critique du capitalisme, c'est pas encore fait d'ailleurs, mais pour qu'elle émerge dans la jeunesse éduquée bourgeoise, il aura fallu que ça passe par la planète. Hein. À aucun moment, ça sera passé par l'exploitation de la classe ouvrière. Alors, les médias relayent avec complaisance parfois ces témoignages de jeunes diplômés qui font sécession, etc. Bon, il y a des choses qui sont objectivement merveilleuses. Tout le monde a vu hein, ce truc de la remise des diplômes à Agro. Dans Le Monde de ce week-end, il y a encore un entretien de je ne sais pas quel diplômé qui en a marre, qui claque la porte, etc. Alors, évidemment, toutes ces jeunes élites, de quoi elles nous parlent? Elles nous parlent de la planète et du sens de la vie. C'est-à-dire du sens de leur vie. Bon, je veux dire, tu vois qu'il y a eu des générations, qu'il y en ait encore des générations de salariés massacrés par l'exploitation salariale, ça ne sort pas. Alors, il faut pas, je ne veux pas non plus
Je ne veux pas non plus faire le malin avec ça, parce que, si vous voulez, on ne peut pas demander aux gens d'entrer dans un processus de radicalisation, voire dans un mouvement révolutionnaire avec une pensée qui soit tout armée. Surtout quand ce sont des jeunes gens comme ça. Moi, je n'ai pas de leçon de précocité politique à donner, hein. Ça je peux te dire. Donc, ils y entrent par la voie qui leur est le plus accessible, c'est bien normal, tout le monde fait ça. Et si c'est celle-là, c'est très bien. La suite viendra. Dans le mouvement, des nouvelles idées s'accrocheront aux premières, etc. Et ça ne sera pas très difficile, à partir de la planète, hein, de leur faire entendre, premièrement, que la force destructive, c'est le capitalisme, et deuxièmement, que le capitalisme ne détruit pas que la planète. Il détruit tout. Bon, il détruit la planète, il détruit les humains, il détruit l'humanité, et il détruit l'humanité. Je veux dire, il détruit la planète, on le sait, il détruit les humains. Ça, c'est le massacre salarial, hein. Il les envoie en burn-out, en dépression, en divorce, en suicide. Il détruit l'humanité, bah oui, puisqu'il détruit le biotope de l'humanité. Donc l'espèce humaine est en train d'être détruite. Et pour finir, il détruit l'humanité, mais comme qualité morale. Et ça, je trouve ça, c'est très impressionnant, hein. Le capitalisme sélectionne et promeut des monstres. Des monstres qui sont capables, bon, de faire des choses inhumaines à des humains. Alors il se trouve qu'avec Sandra Lucbert, on travaille sur ça, hein. C'est très central dans notre livre. Elle a écrit sur France Télécom, elle écrit sur les EHPAD. Les EHPAD, mais c'est démentiel. C'est démentiel. C'est à peine soutenable de lire ce qu'il y a à lire sur les EHPAD. Bon, bref, on en est là. Et donc, vous voyez que quand on est face à une force de destruction pareille, enfin moi, bon, je vaticine un peu, hein, hors de ta question, mais il ne faut plus parler d'écologie, vous voyez. C'est plus une catégorie pertinente, l'écologie. Vraiment, il faut l'abandonner. C'est une catégorie séparée de politique publique. Il y a l'écologie, alors elle a son ministère d'ailleurs, comme il y a l'outre-mer, il y a la justice, il y a les universités, etc. Mais ça ne va pas du tout. C'est quand on a des petits problèmes environnementaux, qu'il y a une flaque de mazout dans un coin, etc., qu'on parle d'écologie. Mais là, c'est plus du tout ça. Tu comprends? Là, ce à quoi on a affaire, c'est de l'ordre. Il faut resserrer synthétiquement tout ça et dire c'est de l'ordre d'un anthropocide. C'est même plus écocide, c'est anthropocide. Donc, tu vois, je pense qu'il faut, comment dire, il faut s'astreindre à un effort pour affûter en permanence la pensée, et ça passe par un affinage constant des mots. Donc alors, il y en a... ah, c'est l'anthropocène. Mais non, du con, c'est le capitalocène. Bon. Alors, moi, j'ai beaucoup dit ces derniers temps, c'est écocide. Ah bah non, bah du con, non, c'est anthropocide. C'est comme... ah, c'est une révolte. Ah bah non, du con, c'est une révolution. Vous voyez, c'est pas pareil, quoi. Bon, voilà. Bon, je termine. Enfin, j'ai beaucoup parlé. J'ai laissé plein de choses en cours de route. Je le sais. Éventuellement, tu me rattrapes. Voilà. Et puis, on ouvre la discussion. Ok, merci Frédéric. Bah, du coup, on peut faire passer le micro. Oui, on peut. On peut faire passer le micro, du coup, s'il y en a qui... Ah bah ouais, super, c'est gentil. Hop. Si on arrive à passer entre vous. Merci. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup pour cette discussion extrêmement riche. Moi, je me suis un peu arrêtée à... Justement, ça a un petit peu froissé mes convictions, l'idée que le Rojava était un État. Voilà, ah bah. Je me suis un peu sentie froissée, voilà, je dois bien le dire. Mais j'avais quand même une question sur justement pourquoi est-ce que la proposition localiste et communaliste n'est pas une proposition valable ou en tout cas envisageable au-delà d'un État ou en tout cas d'une construction institutionnelle. Enfin, j'ai bien compris qu'un État et une construction institutionnelle étaient présentes, y compris peut-être dans des propositions localistes et communalistes, mais je ne sais pas, j'ai tendance à penser que l'auto-organisation, est-ce que c'est forcément une auto-organisation institutionnelle ?
J'espère que ce n'est pas le cas. Et je pensais par exemple voilà, à des organisations comme la ZAD ou à des propositions qui sont un peu alternatives et qui n'impliquent pas un léviathan étatique ou un espèce de, voilà, de macrostructure comme ça, étatique. Voilà, c'est une question ouverte. Oui. Merci. Bonjour merci pour la discussion et bonjour. J'avais une première question pour Marina Simonin. Est-ce que du coup, est-ce que vous défendez une position abstentionniste ou est-ce que vous dites on peut voter, mais simplement, en s'en débarrassant d'un espoir électoral trop important, ou est-ce que vous défendez carrément une position abstentionniste? Et l'autre question, c'était sur si l'État, c'est pas seulement un État capitaliste, quelle proposition il y a déjà eu, ou comment on peut envisager ce que serait un État communiste, que ça prendrait forcément une forme fédéraliste ou pas et aussi éventuellement, non, après c'est... Allô? Oui. Bonjour. Alors moi, je me présente, je suis militant de Révolution Permanente. Et comme on a été interpellé et que même l'émission que j'animais a été citée, je me permets de répondre. Parce qu'il me semble, Frédéric, que tu évacues un petit peu rapidement le matérialisme comme abstrait. Alors parlons concrètement. Dans quelle situation vivons-nous? Une situation de crise généralisée du capitalisme et de ses institutions. L'irruption à l'échelle internationale de mouvements de masse dont la radicalité déborde de plus en plus les formes qu'elle pouvait prendre historiquement depuis 2018. Évidemment, les gilets jaunes, mais la grève des retraites en France, Hong Kong, le Myanmar, l'Équateur, le Liban. À chaque fois, c'est un détail, la goutte d'eau néolibérale qui fait déborder le verre et qui donne lieu à des révoltes très importantes. Donc ça, c'est le point de départ. Je pense qu'on le partage. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait face à tout ça? Et je pense que de ce point de vue, Frédéric, tu cèdes plus aux illusions institutionnelles que tu ne le penses. Déjà parce que tu suggères que sous prétexte qu'une partie des mesures ne sont pas des mesures qui touchent aux structures néolibérales, elles seraient automatiquement gagnées d'avance si la NUP accède au pouvoir. Mais ça déjà, toute une partie du programme que tu as cité, qui est partielle, aussi partielle soit-elle, moi je me demande comment on l'appliquera. Tiens, tu as cité le désarmement de la police. Bon, désarmer la police, c'est probablement le pire exemple du type de mesure qu'on peut espérer de la NUP, parce que ça implique de s'affronter à rien moins que l'institution policière. Et sauf à croire à l'efficacité des formules de type réformer de la cave au grenier, etc., à mon avis, ce ne sera pas une mince affaire. Bon. Et du coup, tu critiques le dogmatisme de ceux qui croient en réalité dans la force du mouvement de masse, du mouvement ouvrier, des opprimés, de leur auto-organisation. Moi, je pense que tout le monde est un peu dogmatique. Mélenchon aussi est dogmatique. Mais l'avantage, c'est que lui, il est plus dans le sens du courant. Donc son dogmatisme est un peu plus efficace. Être marxiste en 2022, c'est un petit peu plus compliqué. Mais par contre, la solution que tu proposes est une solution éminemment contradictoire. Et moi, je pense que en dehors de la théorie, c'est-à-dire que oui, sur le papier, on peut élaborer des plans du type de la situation que tu décris, mais je pense que dans la réalité, il faut décider, il faut dire aux gens qu'est-ce qu'il faut faire, où il faut mettre nos forces, oui. Dans quoi, je veux dire, qu'est-ce qu'il faut viser. Et dans cette réalité concrète, conjuguer l'espoir électoral et le soutien aux élections, c'est bien souvent en fait altiser toutes les illusions qui vont à l'encontre de l'émergence de la conscience anticapitaliste et de l'aspiration à s'auto-organiser et à lutter que tu aspires à voir se développer. Et juste pour finir, désolé, je suis long, mais sur 36, je pense que vous vous trompez tous les deux, hein, parce que déjà 36, ça commence en 34. Il y a une grève générale avant la grève générale, le 12 février 34. Le 14 juillet 1935, les cortèges des travailleurs de la SFIO et du PCF se rejoignent à Paris et ils imposent un front populaire qui va être trahi en intégrant dans l'équation le parti radical, qui est le parti historique de la bourgeoisie à cette époque-là. Et ensuite, il y aura tout ce dont vous avez parlé. Mais d'emblée, il y a un mouvement de masse qui est conduit sur le terrain institutionnel, qui ensuite essaye de les dépasser. Effectivement, je pense que ce que disait Marina, c'est la bonne question.
Pourquoi et quelle politique alternative? Et est-ce que c'est pas dans la construction de cette politique alternative qu'il faut mettre ses forces? Désolé. Il y avait une camarade ici qui voulait prendre la parole. Alors, juste, si je peux me permettre, essayez s'il vous plaît de faire des interventions courtes. Oui, en plus j'ai essayé de montrer. Tout simplement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On a en gros encore 20 minutes. Ça marche. Pour permettre un maximum d'interventions dans la salle. Merci. C'est juste que je ne sais pas être très stricte, mais là il y a une copine qui est là et ensuite il y a là et là. Bonsoir, merci pour votre intervention. Et ben moi, c'était juste pour revenir sur des bouts de questions que vous avez un peu éludées ou abordées pendant vos réponses, Frédéric Lordon, sur comment on aide la jeunesse à comprendre que ce qu'elle fait, c'est politique et à instruire un niveau de radicalisation plus important, parce que vous visez du coup un niveau de changement politique énorme. Et pareil, en fait, donc là, c'est plus sur la question de conscientisation de la population. Et ensuite, comment on fait pour massifier les mouvements sociaux, puisque vous avez parlé... Pour massifier les mouvements sociaux, oui, d'accord. Pour pouvoir permettre en fait aux alternatives qui se construisent d'atteindre le niveau que vous citez pour vraiment changer les choses en profondeur, et notamment les institutions par exemple. Alors, je tenais à vous remercier du coup pour cet échange particulièrement intéressant. Et ma question du coup s'adresse particulièrement à Marina, parce que du coup je voulais revenir sur le concept de gigantomachie que vous évoquiez tout à l'heure, notamment donc par le truchement de la Constitution, en effet, de contre-pouvoir d'ordre institutionnel mais sectorialisé, compartimenté. Est-ce que envisager en fait cette gigantomachie par ce truchement-là apparaît pas assez utopiste à l'égard en fait du rapport de force qui est clairement en la faveur quand même de l'État bourgeois qui malgré tout garde le monopole de la violence par notamment l'armée et la police. Ouais. Ah ouais. Ok, ça te va, on fait comme ça? J'ai pas entendu. Au sein dit on réagit déjà et puis oui, d'accord. Oui. Ouh là là, il y en a beaucoup. Hein. Alors, moi, la proposition communaliste, moi, je la trouve très intéressante, évidemment. Je doute que, dans la forme que Bookchin lui a donnée à la fin, je suppose que c'est à ça que vous faites référence, je doute qu'elle puisse soutenir à elle seule une formation sociale d'ensemble. Vraiment, j'en doute. Et alors, ici, il faudrait revenir à toute une série de problèmes qui sont inhérents à ce qu'il faut entendre par formation sociale, et en particulier à la question du mode de production. Vous voyez, la question du mode de production est vraiment très, très importante. Et c'est la question de la division du travail, de sa coordination, de ses orientations, etc. Et ceci n'est pas réductible à ce que j'appelle la forme archipélagique, c'est-à-dire, vous voyez, un ensemble de formations communalistes locales qui sont plus ou moins connectées par des liens variés, etc. Ceci ne réinstalle pas un mode de production non capitaliste, communiste, c'est-à-dire des nouveaux rapports sociaux de production qui doivent être valables sur l'ensemble de la formation sociale. Il y a quelque chose d'autre qui doit venir en plus. Maintenant, ce que je voudrais, c'est vraiment... Alors, je voudrais d'abord vous faire part, effectivement, de ma conviction profonde que le collectif n'existe qu'à l'état institutionnel. Je vais même plus loin que ça. Je dis que l'institution est le mode d'être du collectif. Pourvu qu'il ait une taille suffisante, évidemment. Si pour faire un club de pétanque, quoique dans un club de pétanque, vous savez, il y a qui verrouille le local, comment on distribue les boules, enfin, il y a des choses comme ça. Donc il y a un minimum institutionnel. Bon, l'existence sous la forme étatique, c'est autre chose. Et surtout, comment dirais-je, le modèle que vous avez en tête, que vous exécrez, je l'exècre autant que vous, qui est le modèle dit du Léviathan, c'est-à-dire l'État centralisé, etc., ça n'est pas le premier et le dernier mot de l'État dans son concept, n'est-ce pas ?
Bon, on ne va pas reprendre la discussion conceptuelle sur le Chiapas ou le Rojava. Vous voyez, c'est à partir du moment où il y a un système d'institutions par lequel se totalise une communauté politique, là, je dis qu'il y a État. Et vous voyez donc que l'État peut prendre des formes, mais encore, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, qui varient du tout au tout, n'est-ce pas? D'ailleurs, la deuxième question qui m'a été posée, c'était celle de à quoi ça ressemblerait un État communiste et si il aurait une structure fédéraliste. La réponse est évidemment oui. Enfin, je veux dire, un État qui n'aurait pas une structure extrêmement fédérale, sous la forme d'un millefeuille territorial, déclinant un principe de subsidiarité maximale, par dévolution de la plus grande autonomie possible aux échelons les plus locaux possibles, un État une forme étatique qui ne ferait pas ça, nous reconstituerait dans l'instant la merdouille dans laquelle on est, quoi. Donc c'est strictement impensable, n'est-ce pas, comme horizon politique. Alors, à quoi ça ressemblerait un État communiste? Bon, là, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce qu'il se trouve que le camarade Bernard Friot et moi, sous la houlette de Marina et d'Amélie Jamet, on a un peu discuté de ces choses et on a quelques idées sur ce que serait la structure institutionnelle d'un tel État, alors dont les caractères fédéralistes sont précisément très très marqués. Hein. Bon, alors je ne peux pas rentrer dans ce détail malheureusement, hein, mais voilà, c'est ça. Pendant qu'on discute du communisme, les affaires continuent. Bon, alors Paul, écoute, moi Marina m'est témoin qu'après l'émission, je lui dis mais qui c'est qui a animé l'émission? Il est vachement bien ce gars-là, c'est super. Bon, c'est pour t'amadouer un petit peu, tu vois. Bon, alors, tu te doutes que non, j'évacue pas le matérialisme historique, j'en évacue une forme peut-être un tout petit peu caricaturée en dogmatique à ferraille, quoi. Mais je le redis, je tiens le matérialisme historique pour la méthode intellectuelle par excellence. Il se trouve malheureusement que on ne devrait pas avoir le droit de dire quoi que ce soit sur la société et l'histoire sans avoir reçu une robuste formation au matérialisme historique. Moyennant quoi, 98,5% des chercheurs en sciences sociales l'ignorent totalement, c'est plus enseigné. C'est pour ça qu'elle et ses petits camarades des éditions sociales, c'est un bien commun. Parce que précisément, ça remet ça en circulation dans les têtes. Bon. Maintenant, voilà, c'est à des usages un peu raides du matérialisme historique et notamment au fait d'écarter de manière trop radicale, je trouve, les possibilités qui sont créées par le jeu des institutions électorales dont nous partageons à peu près tous la critique de ces faiblesses, de ces déficiences, plus que ça, de ces illusions, de ces faux espoirs, etc. Moi, finalement, Marina, tu as restitué très convenablement ma position. Le jeu électoral, il a de l'intérêt dans la mesure où il est capable de créer des situations. Voilà. Si à l'analyse, une élection ne crée pas de situation, elle ne sert pas à grand-chose. On peut s'en désintéresser. Et je redis que, puisqu'effectivement, la question c'est où est-ce que nous investissons nos énergies? Mais investir nos énergies, ça ne suppose pas comment dirais-je, les investir à l'optimum, c'est-à-dire effectivement dans les perspectives longues d'une dynamique révolutionnaire et communiste, ça n'entraîne pas logiquement de se désintéresser complètement du jeu électoral. Et alors, c'est là qu'il faudrait revenir à la question de la NUPS. Et à mon avis, c'est là que tu fais un petit peu trop vite l'impasse, toi aussi. Tu as raison de la faire en partie. Moi, il y a une question que Marina m'avait posée, on n'a pas eu le temps d'en parler. Elle me disait, est-ce qu'à ton avis, qu'est-ce que tu penses des transformations moléculaires depuis l'intérieur de l'État bourgeois, en intervenant en son sein, etc. J'avais préparé toute une réponse là-dessus, qui était en quelque sorte un complément à ce que j'ai dit au début de mon intervention sur la perspective d'une rupture de la NUPS avec la gestion néolibérale. Perspective qu'à mon avis, je crois, réelle, mais sur laquelle, là je serais d'accord avec toi, il ne faut pas non plus s'enthousiasmer trop fort et trop loin. Pour savoir jusqu'où cette rupture avec la gestion néolibérale peut aller, il faut en effet avoir une analyse sociologique de l'institution étatique
de la manière dont elle fonctionne, de ce que c'est que l'épaisseur de l'État, de ce qu'un changement de gouvernement finalement distribue quelques dizaines de clampins dans des palais officiels pendant que la structure de l'État reste la même, que c'est pas parce qu'on met Pape Ndiaye à la tête du ministère de l'Éducation nationale que youhou, ça y est, c'est fini, etc., etc. Donc ça, on est entièrement d'accord là-dessus. Je pense que si nous sommes d'accord sur le principe de cette analyse, on ne serait pas tout à fait d'accord sur son résultat. Moi, je pense qu'il y a plus de latitude que tu ne le crois. Voilà. Mais il faudrait rentrer dans le détail de l'argumentation, n'est-ce pas? Et je dis que ça vaut le coup, je redis que ça vaut le coup de jouer la carte parce que, en effet, il y a des institutions qui sont au bord de la ruine et que ça, quand même, qu'il y ait une possibilité de les rattraper, moi, je suis désolé, c'est quelque chose sur quoi je ne peux pas faire complètement, l'impasse. Donc, en tout cas, ce qui est bien certain, c'est que je critique absolument pas la ligne des mouvements de masse. Au contraire, moi, je ne cesse d'y appeler. Dans cette expérience de pensée dont Marina rappelait les termes au tout début de notre intervention, qui essayait de se figurer à quoi ça ressemble un gouvernement de gauche. À l'époque, bon, c'était en 2019, je me suis livré à cet exercice, un gouvernement Mélenchon qui arrive au pouvoir avec le projet de faire quelque chose de significatif, par significatif entendre au-delà de la simple rupture avec la gestion néolibérale. Effectivement, ça se passait très très mal. Ça se passait très très mal et ça nous projetait immédiatement vers un point de bifurcation que j'ai appelé pour rire le point L, comme Lénine, où à ce moment-là, l'alternative, c'est soit on s'affale et tout est fini. Et là, pour le coup, on finit démoralisé, mais alors pour un bon moment, ou alors, il se passe autre chose. Mais un autre chose qui a pour condition de possibilité impérative qu'il y ait un mouvement extrêmement puissant, non seulement qui pousse, mais qui renverse. Et à la limite, qui finissent par renverser la totalité des institutions de l'ordre capitaliste, à commencer par celle de son État. Alors sur la question de comment aider la jeunesse à se politiser, je ne sais pas quoi répondre. Pour ma part, je n'ai hélas rien à proposer. Je veux dire rien d'autre que ce que je fais. Là, pour le coup, ça c'est du moléculaire. Les processus de la politisation, ça c'est du moléculaire. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que du moléculaire, attention. Mais il y a aussi ça, il y a les textes qui sont écrits, les vidéos qui circulent. Voilà, quand il y a David Evin qui est là, qui nous fait l'amitié de faire cette vidéo, et puis elle va circuler, peut-être que ça produira des effets, etc., etc. Et puis tous dans des rencontres, moi je connais des personnes qui en retournent d'autres au pied de biche, dans une soirée, quoi. Vous voyez, bon, ça a de la valeur, des choses comme ça. C'est par là que ça passe. Et puis alors aussi, ça passe par... Bon, c'était la question que tu voulais poser, puis qu'on s'est... Bon, ça gardera pour une autre fois, qui était la question de la forme et de l'activité des organisations politiques, des partis. La question de la forme parti, etc. Bon, les orgas, ça sert à ça aussi. C'est des lieux de socialisation politique. Alors, au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez? Ça passe dans le paysage, dans le champ de vision de quelqu'un qui se dit « Ah tiens, peut-être, qui y va ?» Puis là, il se passe des trucs. Voilà, moi, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Alors, sur comment massifier les mouvements sociaux, ça, moi, c'est pareil, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que, on est plusieurs précisément à se poser la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire, mais très très concrètement, cette fois-ci. C'est plus du tout de la théorie. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans notre coin, à notre mesure, pour aider à cette massification, en parallèle et en complément de toutes les organisations qui s'en chargent déjà, plus ou moins bien, mais qui s'en chargent déjà. Moi, j'ai été très marqué par l'expérience, malheureusement tournée court, de ce qui s'est appelé le Front social. Et en particulier par l'activité d'un militant absolument remarquable qui s'appelle Jacques Chastain, qui avait une page qui s'appelait, je ne sais plus, le Front des luttes ou je ne sais pas quoi, qui agrégeait toute l'information sur les plans sociaux, les luttes en cours, et qui leur donnait, par la massification, une visibilité inédite. Parce que des luttes en cours, il y en a des palanqués partout dans le pays, sauf que personne ne le sait, même ceux qui sont engagés dans ces luttes. Et vous voyez, rassembler, agréger toute cette information pour que les gens sachent qu'ils ne sont pas seuls, collectiviser des ressources, pour les mettre à la disposition, etc., c'est déjà quelque chose. Il y a un site qui s'appelle Plan de licenciement. C'est formidable, c'est pas un site, c'est un compte Twitter. Bon, là aussi, il produit cet effet de massification. Vous voyez, c'est par des petites choses comme ça que ça passe. Bon, mais là, moi, j'ai aucune idée précise. C'est pas à moi qu'il faut demander. Tout le monde a des idées bien plus intéressantes. Quant à la gigantomachie, c'est pour toi.
Oui, enfin, même si je précise d'emblée que c'est un de tes concepts et que enfin, tes concepts, c'est toi qui l'utilises. Mais juste, moi, je fais vite, hein, mais je veux réagir, enfin, vu qu'on m'a posé des questions. La première chose, je fais le lien avec ce que tu dis, Frédéric, sur le fait qu'on aurait un usage un peu raide du matérialisme historique. À mon avis, ça tient essentiellement au fait que, à nos positions différenciées, c'est-à-dire, pour nous, le matérialisme historique, il ne s'agit pas simplement de comprendre le monde, la société, etc. Et, enfin, je veux dire, tout ce que tu disais sur l'analyse de la société, mais y compris d'en tirer quelque chose pour l'action, c'est-à-dire un guide pour l'action. Et c'est pour ça qu'à mon avis, même si d'un point de vue intellectuel, je comprends le geste qui revient à dire on pourrait investir nos énergies dans une campagne électorale qui fait le jeu du jeu électoral sans la charger positivement et donc sans vraiment avoir des illusions sur le fait qu'on pourrait en tirer quelque chose, ça me semble être, d'un point de vue acrobatique, intellectuel, quelque chose que je souscris, mais ça revient à la question que je te posais au départ, à savoir, est-ce que cette carte-là, elle n'est pas cher payée quand, dans la vérité, dans la vraie vie, pour réussir à faire campagne et à faire une campagne qui ne fasse pas 2%, oui, il faut surcharger émotionnellement cette campagne, en faire des caisses sur le fait qu'il y a beaucoup d'enjeux et donc reproduire le jeu de la croyance électorale. Et c'est pour ça que les options, elles sont... Enfin, en tout cas, ça revient à la question qui est... C'est pas simplement est-ce que c'est possible d'attendre quelque chose, mais y compris est-ce qu'il faut investir nos forces là-dedans et comment dire, est-ce que c'est une option stratégique raisonnable? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est risquée? Est-ce qu'elle n'est pas risquée? Est-ce qu'il faut la prendre? Etc. Et donc là, ça me permet de réagir à ce que tu demandais. Quels sont nos appels à voter? Alors, moi, je pense qu'on appellera à voter là où c'est possible pour des candidats qui énoncent clairement les choses, à savoir, ça n'est pas par le jeu institutionnel, à mon avis, qu'on sera en capacité d'initier une rupture par rapport aux politiques qui sont celles aujourd'hui, etc. Et y compris de faire en sorte que de relier cette tactique-là, parce qu'il peut y avoir des tactiques électorales, à notre stratégie d'ensemble qui est une stratégie révolutionnaire. Et là, je reviens vite fait sur la question de la gigantomachie, donc ce n'est pas de moi, hein, je reprenais le terme de Frédéric, donc je ne veux pas me créditer. Mais en gros, ça me permet de revenir aussi sur la question de la dualité de pouvoir, parce qu'en fait, bon, moi ce que je développe, mais que encore une fois c'est pas moi qui l'invente, je le reprends à Lénine, qui est mon marxiste préféré, c'est l'idée de dire, bon déjà ce sera pas possible d'imaginer une révolution victorieuse hors d'une situation de crise révolutionnaire. Une crise révolutionnaire, c'est à la fois quand le pouvoir chancelle par en haut, c'est-à-dire il y a une crise politique nationale, une crise d'État, et une activité des masses. Bon la question c'est, est-ce que à partir de ce moment-là, dans un cas de figure comme celui-là, qui était par exemple celui des Gilets jaunes, avec des configurations particulières, etc., qu'il faudrait évidemment remplir de concret suivant chacune des configurations, est-ce qu'on cherche à occuper l'État bourgeois sous la pression de ces mobilisations, etc., pour essayer d'initier le changement, ou au contraire, est-ce qu'on essaye de développer à la base moi j'appelle ça organes de contre-pouvoir, mais en fait, dans ton vocabulaire à toi, c'est des institutions qui sont effectivement des institutions transitoires, qui sont des institutions qui ne sont pas encore totalement cristallisées, puisqu'elles sont dans le feu de la lutte. Et évidemment, et c'est pour ça que dualité de pouvoir, pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu essayes de coordonner ces différents organes ou institutions de contre-pouvoir à la base, de les étendre à la fois pour qu'elles représentent le plus massivement possible sur chacun des lieux de travail, mais de les centraliser à l'échelle nationale, régionale, nationale, etc. La dualité de pouvoir, c'est précisément qui va gagner cette bataille-là entre les institutions et les organes du pouvoir bourgeois et celle du pouvoir ouvrier, populaire, etc. Et oui, c'est une situation qui est transitoire. Alors moi, je ne suis pas rentrée sur la discussion de est-ce que sous le communisme, il y aura un État ou pas, etc. Si on s'en tient à la définition ultra-minimale que tu disais, oui. Enfin, moi, je ne crois pas non plus aux politiques et je ne crois pas non plus que ce soit ni possible ni souhaitable à la politique qui se dissolve totalement dans le social. Mais je pense que l'état de transition ouvrier, etc., c'est un état dont les structures institutionnelles sont radicalement différentes et non pas juste celle de l'État bourgeois moderne transformé. Désolée, moi je ne suis pas aussi habituée que Frédéric à faire des débats, mais je ne sais pas si on reprend enfin, je ne sais pas si tu veux réagir ou si on a encore le temps. Tout à l'heure, Hossein me disait qu'est-ce qu'on fait au tel. On s'arrête? Tu veux qu'on s'arrête? Tu veux qu'on s'arrête, Hossein? Oui. Ah oui, pardon. Ok, bien sûr. Tiens, j'ai une idée de conclusion, parce que c'est la gigantomachie qui... Parce qu'effectivement, à un moment, oui, quand les intérêts vitaux du capital sont menacés, c'est l'appareil de force de l'État qu'on fait donner. Et
Et alors, soit se pose la question de savoir comment on l'affronte, ou comment on le fait passer de notre côté, hein. C'est aussi une autre affaire. Et puis, s'il faut rendre la main aux éditeurs, je me souviens que la Fabrique a fait plein de tote bags, j'en ai un, sur lequel il y a marqué « Et maintenant, il nous faut des armes ». Bon, voilà, je dis ça, je dis rien.